rapidement aujourd'hui le webinaire de la FGC qui est consacré au futur fascicule 65 du CCTG Travaux. Donc on est un petit peu en anticipation de phase par rapport au texte, mais c'est important de présenter ce texte parce qu'il est très structurant évidemment pour la profession du génie civil. François Tout-le-Monde reviendra évidemment sur le calendrier lié à ce texte. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des webinaires des jeudis de la FGC. Alors traditionnellement, c'est le premier jeudi de chaque mois. Donc bon, on a fait une petite exception aujourd'hui du fait des disponibilités, mais voilà. Je vous invite en tout cas à consulter le programme des webinaires qui se trouve sur la page d'accueil de l'FGC, avec pour les prochains webinaires le 5 mars, un webinaire qui va être consacré au futur Eurocode 8. Et ce sera une présentation qui sera faite par Sébastien Semelaigne de Socotec. Le 2 avril, une présentation des travaux d'élargissement en BFUP du pont de Villeneuve à Brest. Et vous trouverez ensuite, pour le restant de l'année, le programme prévisionnel. Donc, je vous invite à poser vos questions pour ce webinaire dans le chat. Et puis, en fonction de la question, donc les questions seront répondues plutôt en fin de présentation. Donc, et puis bien, je vous invite également à préciser le chapitre du fascicule sur lequel votre question porte. Ça sera plus facile pour les contributeurs à répondre à vos questions. Je vais laisser la parole à François Tout-le-Monde, directeur du département matériaux et structures de l'université Gustave Eiffel, qui a piloté la révision de ce fascicule. François, c'est à toi. Oui, alors merci Benjamin. Je vais tâcher de partager mon écran si j'y arrive. C'est normal que j'arrive plus à le faire, que j'ai plus la commande. Le, Tu le déplaces ta bouton, souris vers le bas, par exemple, et normalement le bandeau réapparaît. Et tu peux partager l'écran. Non, mais j'ai le bandeau, mais j'ai plus le partage que j'avais. Ah, Ah si, pardon. Ouais, mais c'était pas assez grand, pardon. Euh, on va le faire comme ça. Est-ce que c'est la bonne disposition? il n'est pas encore au diaporama, non? Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Bon, et là ça passe? Ouais, ça a l'air. Donc, comme a dit Benjamin, j'interviens aujourd'hui en tant qu'animateur du groupe de révision du fascicule 65 avec l'appui de Michael Dirkens, Christophe Aubagnac, Jean-Jacques Briouat qui sont connectés et qui sont là. Et puis je remercie également Pierre Delaclos, donc ingénieur général ouvrage d'art, qui pourra répondre à vos questions puisque c'est lui le commanditaire de cette révision que j'appelle 2026, dans l'espoir qu'elle soit effectivement publiée dans pas longtemps, du fascicule 65 du cahier des clauses techniques générales des marchés de travaux de génie civil. Pourquoi il y a cette révision? La version en vigueur, elle a été préparée entre 2011 et 2014, donc elle intègre des éléments techniques qui sont faits antérieurs à 2014. Depuis, il s'est passé des choses. Un peu en vrac, il y a eu notamment l'apparition des normes sur les BFUP entre 2016 et 2018. Il y a eu en 2022 une révision majeure de la norme béton, notamment intégrant les résultats du projet national PERFDUB, donc qui précise l'approche performantielle. On vient de boucler l'année dernière une révision importante du référentiel normatif béton, notamment pour favoriser la décarbonation. Donc c'est la norme béton et son complément national, mais aussi la parution de fascicules de documentation. Pour les amateurs, P18 483 partie 2, P18 484, P18 480, donc la révision et l'extension de l'approche performantielle.
Pendant cette même période, il y a eu évidemment des évolutions et des révisions des normes sur la précontrainte et des évolutions de normes au niveau français et européen sur la précontrainte extérieure, sur les revêtements et les produits et systèmes de protection de surface. Donc les enjeux d'une révision, c'est comme ce fascicule, je dirais, il intervient dans les contrats pour les marchés de travaux. C'est une sécurisation juridique de façon à avoir une actualisation, une cohérence avec les normes. C'est aussi dans cette sécurisation la possibilité de prendre en compte des techniques et du retour d'expérience récent que traduisent les normes. Il y a un enjeu de qualité d'exécution des ouvrages. L'idée, c'est d'avoir un texte à jour qui gère comme il faut les relations de responsabilité entre les acteurs et je dirais qui fait de plus en plus droit au besoin d'avoir une réponse ajustée dans les ouvrages à une demande de durabilité qui est une préoccupation de plus en plus présente des maîtres d'ouvrage. Et puis également préoccupation partagée, le souhait que les ouvrages en béton s'inscrivent dans une démarche de réduction de leur empreinte carbone. Donc l'idée, c'est que la révision de ce fascicule contribue à la stratégie nationale bas carbone et notamment en bénéficiant des dispositions les plus récentes de l'approche performantielle ou d'une approche prescriptive, je dirais, revue et réajustée en fonction des connaissances les plus récentes. Donc, calendrier de cette révision, on part d'une commande de la direction des routes au CEREMA et à l'université Gustave Eiffel, donc à son appui technique historique en février 2023. Donc, on a travaillé d'abord en interne à ce réseau technique à une version Martyr qui intégrait le référentiel normatif de l'époque. Et l'idée, c'était de se limiter au sujet de consensus technique sanctionné par les nouvelles normes ou les normes actualisées. Et puis, cette version Martyr, elle a été soumise pour lecture à un panel large qu'on verra tout de suite, conduisant à un travail en sous-groupe sur les 4 chapitres, je dirais, donnant lieu au plus d'évolution. Donc, chapitre 6 sur les armatures, 7 sur la précontrainte, 8 sur le béton et 11 sur ce qui était au démarrage les peintures et s'est élargi à l'ensemble des produits de protection et de revêtement de la surface du béton. Dans les enjeux de cohérence avec les normes et notamment apparu la nécessité d'avoir des dispositions transitoires vis-à-vis de l'approche performantielle, où en fait le fascicule en vigueur, je dirais, était contredit par les documents normatifs les plus récents. Et c'est donc, je dirais, en marge de ce travail de révision du fascicule, a également été publiée une note du CEREMA, donc qui s'appelle la fiche ouvrage d'art numéro 8, qui s'appelle Solutions en béton à impact environnemental réduit dans les ouvrages d'art, et qui in- indique des clauses de marché et je dirais la priorité à donner dans les textes et dans les exigences aux valeurs les plus actualisées des exigences quand on utilise l'approche performantielle. Euh, donc on avait en fonction de tout ça une version provisoire en avril 2024 et le groupe de révision a jugé nécessaire d'avoir un moratoire compte tenu des travaux qui étaient en cours pour la révision de la norme béton et de façon à ne pas avoir de décalage entre un fascicule qui aurait été millésimé 2024 et une norme béton 2025 qui aurait dit des choses trop différentes. Et donc, on a abouti tout à fait fin décembre de l'année dernière à une version à paraître qui a été mise en cohérence avec le référentiel normatif béton de 2025. J'illustre, sans vous donner malheureusement tous les noms de gens que je remercie pour leur contribution, la composition du groupe de travail. Alors, on a effectivement travaillé par chapitre avec des binômes animateurs de chapitre, quelqu'un du CEREMA associé à quelqu'un d'une entreprise. Et donc, c'est l'assemblage
de ces travaux et la mise en cohérence qui donne lieu au document qui va être mis à jour maintenant. Le principe des actualisations de façon très résumée. Donc, sur les armatures, c'est beaucoup d'actualisations, je dirais, éditoriales vis-à-vis des normes auxquelles il faut faire référence. Par contre, également un point important, l'appel à la certification AFCAP pose et puis des précisions vis-à-vis de résistance en fatigue. Pour la précontrainte, c'est beaucoup des questions de mise en cohérence avec les évolutions du marquage CE et puis du retour d'expérience par rapport au conduit à PEHD pour la précontrainte extérieure. Donc, pour le chapitre béton qui donne lieu peut-être au maximum de clauses de révision, c'est beaucoup d'actualisation avec l'évolution de la norme. Euh, et sur les peintures, donc une évolution importante puisque donc le chapitre qui était dont le périmètre était limité aux peintures devient revêtement de protection et produit d'imprégnation hydrophobe. Donc ça tient compte d'une offre, je dirais, de produits élargie et de produits couverts par des normes. Et c'est cohérent avec un usage potentiellement étendu du fascicule 65 pour des activités de protection et de réparation ou de réhabilitation des ouvrages pour lesquels, évidemment, le besoin de peinture et de revêtement peut être important. Donc, la base technique, c'est les normes françaises et européennes que vous voyez citées. Le principe étant d'avoir des dispositions qui sont inchangées pour les peintures et ces principes étant étendus pour les autres revêtements et produits en tenant compte de leurs spécificités. Donc, je vais aller très vite et donc pour vous donner une idée, le document final, il fait 214 pages. Donc, évidemment, ce que je pourrais vous dire ne remplace pas une lecture attentive des 214 pages. Mais je dirais que c'est plutôt pour vous donner envie et vous donner un peu un guide de lecture. Donc, alors, je vais présupposer que vous connaissez plutôt bien le fascicule existant et que vous connaissez également plutôt bien les normes du domaine, et en particulier quand on parlera du béton, les normes telles qu'elles viennent d'être révisées. Si vous connaissez pas, il y a des très bonnes séances de la FGC pour vous aider à vous mettre à niveau sur le sujet. Donc, armature, les aciers doivent être compatibles avec l'utilisation de l'Eurocode 2. Ça veut dire que, en fait, on va imposer que les aciers soient résistants à la fatigue, cette résistance pouvant être résulter d'une certification AFCAB. Pour les armatures qui sont dans des matériaux autres que l'acier, on continue à considérer que c'est une technique qui n'est pas courante et donc on renvoie à une validation d'un dossier d'étude par le maître d'œuvre qui couvre l'élaboration, la pose et le fonctionnement de ces armatures et en renvoyant également à des documents techniques pertinents comme le guide AFGC. Euh, pour la fabrication des armatures, on généralise l'exigence de qualification des soudeurs pour ce qui est de réaliser des assemblages par soudage sur chantier. Des précisions sont données sur les dispositifs de raboutage, en particulier l'imposition d'un marquage CE qui n'est pas équivalente enfin, pardon, on souligne que le marquage CE n'est pas équivalent à la certification AFCAB qui est exigée. Donc précision sur le diamètre extérieur minimum des dispositifs et donc précision sur la résistance en fatigue de ces dispositifs de raboutage. Euh, enfin, le point peut-être le plus conséquent, c'est le fait que ça soit le titulaire qui exécute lui-même les opérations de pose ou qui les confie à une entreprise sous-traitante. Dans les deux cas, on a besoin d'une certification AFCAP pose d'armature pour réaliser cette opération. Pour le façonnage des armatures en coffrage, donc il nécessite pardon une épreuve de convenance. On précise que pour les jonctions par dispositif de raboutage, il faut éviter que tout soit dans une même section, sauf des justifications. De même pour des jonctions par soudure transmettant des efforts, on demande qu'il y ait une justification adaptée.
Je passe au chapitre sur la précontrainte. Les principales modifications vont être, je dirais, des dispositions pour aider la lecture et l'utilisation. Par exemple, le fait de doublonner les unités de pression en barre pour que ça soit plus lisible. Une actualisation des références, donc il n'y a plus d'ATE, il n'y a plus les tags 13, il y a du coup des renumérotations de tableaux. Sur le fond technique, ce qui est pris en compte, c'est le cas des procédés de préinjection pour les monotaurons gain-égressés, le fait qu'il faut anticiper des coulis faits pas seulement avec du sémin, et par contre pour la précontrainte en préfabrication, il n'y a pratiquement pas de changement. Il y a des précisions qui sont données sur les critères de fatigue qui ne sont pas requis, enfin de résistance aux fatigues qui ne sont pas requis pour les éléments qui sont perpétuellement comprimés, et des dispositions pour des prescriptions particulières pour les barres de diamètre non conventionnels. Euh, je passe un petit peu sur les spécifications des conduits et des gaines. Les considérations s'inspirent du bulletin 75 de la FIB sur la durabilité des conduits. Il y a des précisions sur les conditions de stockage, sur des modalités de soudure, et en particulier une attention qui est issue du retour d'expérience sur des exigences de résistance des conduits aux rayons ultraviolets, en particulier pour les gaines claires. Euh, on retrouve sur le remplissage des conduits une extension au coulis basée sur des ciments CM2AL, CM2ALL ou CM2AD avec une limitation à de la teneur en fumée de silice. Pour les produits souples, une actualisation qui se base sur le marquage CED cire et l'ouverture à d'autres produits. Quelques modifications ou précisions autour de l'autorisation de mise en tension qui demande un avis du maître d'œuvre sur les directives pression-allongement, et puis des dispositions ramenées pour la question du contrôle des conditions d'allongement à moins 5% plus 10% comme dans la version de 2008. euh, je dirais, se justifie sur la base du retour d'expérience et du fait qu'on n'a on n'a pas une évaluation suffisante des modules élastiques de calcul pour donner à ce calcul un caractère impératif. Euh, on invite à l'utilisation des niveaux de protection PL1 à PL3, issus du bulletin de la FIB, et notamment en insistant sur l'intérêt d'une protection électrique qui peut aider à suivre l'étanchéité. Une petite évolution pour ce qui est du contrôle de la fluidité des coulis, en épreuve de convenance et en contrôle. La version qui utilisait une valeur absolue est jugée trop restrictive puisque on veut juste éviter le danger du coulis qui entraîne de l'eau au cours de l'injection. Euh, quelques précisions en termes sur les épreuves de convenance suivant que le coulis est ou non marqué CE. L'exigence explicite de reboucher les évents. Et puis, je dirais pour ce qui est de l'appel aux normes électriques, une mise à jour des dénominations pour être cohérent avec les règles internes à la SNCF. Donc j'arrive à un morceau un peu important qui sont les évolutions sur le chapitre béton. En résumé de la philosophie de ces évolutions qui est en fait, je dirais, pour le texte, qui consiste à s'appuyer davantage sur le référentiel normatif, lui-même beaucoup mis à jour dans une philosophie de décarbonation par la relaxation des limites de composition et l'usage étendu des ressources, que ce soit en termes de granulats, d'addition ou de type de ciment. Donc ça conduit par rapport par référence à la norme béton, à faire évoluer des tableaux 8B à 8E qui sont
Euh, donc les limites du tableau 8B, qui sont des limites de composition, sont issues du tableau NAF3 de la norme, mais avec un rapport au efficace sur l'ion équivalent en général réduit de 0,05, donc qui correspond à la manière d'obtenir ou de se caler sur une durée d'utilisation de projet de 100 ans et non pas de 50 ans. Par contre, on reprend les mêmes règles qui bornent la composition du liant et le contrôle des additions. Donc, c'est les mêmes règles que dans la norme de 2025. On reprend les mêmes modulations de la teneur en liant équivalent avec la taille du plus gros granulat. Par contre, la présentation est rendue autoportante. euh, donc, pour, je dirais, éviter d'avoir enfin pour la facilité d'utilisation. Toujours dans le souci de favoriser des formules de béton durables, mais également à moindre empreinte carbone. Donc on fait appel aux deux approches, donc à composition unique et par domaine de composition de la méthode de performantielle version 2025, donc avec des exemples qui sont donnés en annexe C pour cette approche. Euh, je dirais, éviter des surprescriptions, on explicite davantage comment tenir compte d'ouvrages provisoires à durée de chantier. Donc, par exemple, la palée provisoire d'un pont à béquille ou de parties de l'ouvrage où l'exigence de durée d'utilisation de projet serait limitée à 50 ans parce qu'on prévoit une maintenance et des remplacements réguliers dans la vie de l'ouvrage et donc pour éviter notamment de surprescrire en termes de quantité de ciment, voire de clinker. Autre source de potentielle, je dirais, valorisation de liants à moindre impact carbone, la possibilité de justifier le projet à un âge de référence différent de 28 jours. Bon. Et alors, dans tout ça, donc, s'appuyant sur la possibilité de s'appuyer sur les classes GWR, donc des classes de réduction de l'empreinte carbone, euh, pour, je dirais, avoir une approche rationnelle des compromis entre soutenabilité et durabilité et performance. Euh, en, En termes de ressources, donc ça va se traduire avec des choses qu'on trouve dans la norme, explicitation de classes de teneur en sulfure, utilisation des granulats d'excavation à teneur en sulfate, donc conformément à la norme et aux fascicules qu'elle appelle, utilisation qui reste prudente des granulats recyclés, et utilisation contrôlée possible des liants ou additions non traditionnelles sous réserve de disposer d'une évaluation et des autres dispositions recommandées par la norme. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble des modifications, je dirais, lourdes et vraiment en cohérence avec les évolutions de la norme béton. On trouve dans les motifs d'évolution quelques autres sujets, en particulier des améliorations de la prévention de certains risques issus du retour d'expérience autour des questions des formations différées, autour de fissuration d'origine thermique, autour de prévention de la réaction sulfatique interne, et puis également, je dirais, une actualisation avec des dispositions actualisées pour la prévention des dégradations liées au gel. Et puis, bon, quelques éléments plus éditoriaux autour de l'actualisation du référentiel normatif. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, c'est décliné en détail dans les transparents qui vont suivre. Je commence avec donc tout ce qui concerne les constituants. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'ordre des chapitres du fascicule, mais je pense que ça vous donne un peu la cohérence des modifications. Donc, on garde évidemment l'idée que les bétons pour les ouvrages de génie civil sont conformes à leurs normes de référence, donc normes béton ou normes BFUP. On explicite le fait que dans la dernière version de la norme béton, il est prévu la possibilité que des bétons incorporent un constituant non traditionnel sous réserve qu'il dispose d'une évaluation en s'appuyant sur le fascicule P18 484
Et il est précisé que pour l'utilisation d'un tel béton dans un ouvrage fascicule 65, le constituant non traditionnel doit disposer d'une évaluation instruite ou validée par le CEREMA et sur laquelle se basera l'acceptation ou non par le maître d'œuvre après information du maître d'ouvrage. Et puis, ça suppose également les recommandations de l'acceptation de l'ensemble des parties prenantes. Et quand le constituant est de catégorie 3, c'est-à-dire, entre guillemets, très, très non traditionnel, la portée de cette évaluation doit être limitée à chaque projet particulier. Pour l'utilisation des granulats issus de matériaux d'excavation, donc renvoie à la norme. Pour les granulats recyclés, on reste sur des limitations prudentes, sauf dispositions différentes du marché, parce que je dirais il y a effectivement des effets d'opportunité locale. On se limite à une résistance inférieure à C35-45, et par contre on permet que les granulats soient utilisés directement ou sous forme de granulats de prémélange. Euh, Par contre, les dispositions sont relaxées pour les ouvrages provisoires, pour les équipements facilement remplaçables ou pour les parties d'ouvrage de durée inférieure à 50 ans, donc sous réserve de rester dans le domaine de la norme. Pour l'eau de gâchage, on reste sur un emploi interdit, sauf quand il n'y a pas d'éléments métalliques, et en vérifiant le respect de la classe de chlorure Cl1. Pour l'eau recyclée, une attention est attirée sur la difficulté en cas de spécification particulière de teinte dans le cas où il y a de l'air entraîné. Je dirais ça se traduit par la nécessité d'une convenance et sous réserve que l'eau recyclée ait une masse volumique inférieure ou égale à 1,01. Donc il n'y a pas trop de matière en suspension. Donc sur le liant, dans le cas du béton précontraint, bilan de la teneur en sulfure qui s'applique sur la combinaison ciment plus addition. Euh, pour les éléments en béton précontraint par prétention, teneur totale du béton en dessous des sulfures inférieure à 0,5% de la masse du liant. Donc là aussi des choses qui étaient historiquement validées sur ciment. On tient compte du fait que de plus en plus souvent, c'est sur la combinaison ciment plus addition qu'il faut raisonner. Alors, une fois qu'on a parlé des constituants, on retrouve la question des limitations de composition en lien avec l'exposition et les classes d'exposition. Donc, sur le choix de la classe d'exposition, ben, on retrouve des choses habituelles, mais on rappelle que c'est le maître d'ouvrage qui définit la catégorie de l'ouvrage et les classes d'exposition XH dans le cadre de la prévention de la réaction sulfatique interne. Euh, pour ce qui est des classes d'exposition liées au gel, je dirais on renvoie aux recommandations révisées 2021 de l'Université Gustave Eiffel pour aider à une prescription, je dirais, bien ajustée des classes d'exposition et renvoyer comme il faut au domaine d'emploi des bétons G et G+S. Et enfin, pour le cas de l'utilisation de l'approche performantielle, mais de façon générale, pour bien ajuster je dirais le besoin de durabilité, il est recommandé de distinguer les niveaux d'exposition XD3, F ou TF suivant la fréquence du salage et XS3E ou M, suivant la sévérité de l'exposition au chlorure d'origine marine, suivant qu'on est vraiment dans la zone de marnage ou, je dirais, dans une zone qui n'est concernée que par des embruns. Donc, j'illustre ici donc les précisions liées aux classes d'exposition liées au gel, où, je dirais, lorsqu'on est en gel faible ou modéré, que le salage soit fréquent ou très fréquent, on oriente vers des dispositions de formulation correspondant à la classe d'exposition XD3. Et dans les cas de gel faible ou modéré pour les éléments très exposés, donc où là on est entre guillemets en vrai XF2, là c'est formulation avec entraîneur d'air, sauf à utiliser une approche performantielle et en renvoyant aux recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel.
Euh, donc, disposition particulière, nouvelle ou confirmée. Donc, bon, la norme béton en révisé introduit une classe XC0 qui renvoyait pour les ouvrages d'art en classe XC1. En fait, elle s'applique pas vraiment aux ouvrages d'art, hein. Ce serait éventuellement dans des intérieurs de bâtiments conçus pour 100 ans en fascicule 65. Donc, c'est un peu anecdotique. Par contre, de façon pas du tout anecdotique, les bétons d'ingénierie sont autorisés. Et puis, relaxation des règles de composition lorsque la durée d'utilisation de projet est inférieure à 50 ans, et en particulier pour les ouvrages provisoires où on renvoie à la norme sauf proposition, enfin, et on peut même ouvrir à une proposition de l'entreprise, à condition quand même de ne pas aller au-delà dans la relaxation des dispositions de l'annexe NaN de la norme béton. Euh, pour les dispositions, je dirais, de composition de façon un peu générale, on va retrouver les tableaux de la norme béton. Alors, comment? On va retrouver la répartition des ciments, des mélanges de ciments et de combinaisons de ciments plus addition en colonne A ou B, donc qui correspond à une plus ou moins grande sensibilité à la carbonatation et qui va orienter des limites de formulation avec un rapport eau sur liant plus ou moins sévère. Donc ça, c'est le tableau 8E. On va retrouver des conditions de contrôle des additions qui conditionnent la valeur du coefficient K à utiliser pour le calcul du lien équivalent. Ça, c'est le tableau 8D. C'est ces deux tableaux qui vont être à utiliser quand on va considérer les limites du taux de substitution qui sont le tableau 8C. Et ce tableau 8C, il est appelé par, je dirais, les valeurs limites de composition et les exigences sur les propriétés qui est dans le tableau 8B, donc comme j'ai dit, issu du tableau NF3 de la norme, avec un rapport au efficace sur liant équivalent réduit, et par rapport au tableau de la norme, quelques ajustements qui sont liés au retour d'expérience et à des caractérisations par approche performantielle. Donc là, j'illustre sans commenter le tableau 8E sur la répartition des ciments et des combinaisons. Le tableau 8D, donc qui est vraiment la copie du tableau de la norme, sur la valeur du coefficient K pour les cendres, les fumées, les laitiers, les métacolins, suivant le niveau de contrôle de l'addition. Le tableau 8C, qui reprend celui de la norme, et vous voyez que en fait, pour les colonnes XC3, XC4, XD1, XF1, on a une séparation des exigences suivant que le liant est réputé de colonne A ou de colonne B. Et le point important, comme pour l'évolution de la norme, c'est que on donne des limites, non seulement pour des combinaisons de SEM1 ou de SEM2A plus addition, mais aussi des combinaisons avec du SEM2B et du SEM3A. Euh, on voit par exemple donc avec les valeurs limites applicables que suivant qu'on a un liant en colonne A ou colonne B, le rapport au efficace sur liant équivalent maximal va varier typiquement en XC3, en XC4. Euh, on va avoir et donc même chose en XF1 et en XD1. Et puis, je dirais par rapport aux dispositions actuelles, et ça c'est le retour d'expérience, on a un rapport au efficace surveillant équivalent qui se durcit en environnement XS2. Donc ça voilà, qui est cohérent avec une demande de durabilité plus importante. Donc je détaille quelques petits sujets. Donc voilà ce que je vous avais dit, la répartition des ciments en colonne A ou B conduit à des différences. Euh, pour les classes XS1, XS2, des petites notes et une qui permet de dire que si on a une absorption d'eau suffisamment faible, on peut relaxer
la limite de résistance en compression, puisque ça n'est quand même qu'un indicateur assez indirect du besoin de durabilité. Euh, pour les teneurs minimum en liant équivalent, euh, on, là, on n'a pas recopié toute la norme, mais il est précisé que les teneurs qui sont données correspondent à une taille maximale de granulat de 20 mm, mais qu'on est autorisé à moduler cette prise en compte de la taille maximale du granulat conformément à la norme béton, et notamment pour éviter de surdoser en liant lorsqu'il n'en a pas besoin, en fonction du Dmax utilisé. Euh, point important, on indique des possibilités de réduire le dosage minimum en lien équivalent pour les XF3 et XF4, et en particulier pour éviter d'avoir des surdosages inadaptés pour les bétons destinés au GBA, au DBA, aux bordures, aux contre-bordures, caniveaux, éléments d'assainissement. Euh, dans les points d'attention, donc le dosage minimum en liant équivalent est réduit à 300 kg au mètre cube en environnement XC4, par contre la valeur doit être portée à 330 kg par mètre cube dans le cadre du béton précontraint. Encore une petite note liée au retour d'expérience pour les environnements XS2 et XS3 E et M. Euh, le retour d'expérience montre que les liants avec addition de pouzzolanique se comportent beaucoup mieux et sont cohérents avec les limites de rapport eau sur liant qui sont données plus haut. Donc, cette traduction correspond à l'imposition d'un facteur de vieillissement au sens du fascicule FDP 18480 supérieur ou égal à 0,40. Donc en gros, on ne veut pas de SEM1 ou de SEM2A pur dans ces environnements-là, parce que le retour d'expérience est pas favorable. Et puis, ben, de façon un peu évidente, la nature du liant doit être adaptée en cas d'agression chimique sur la base du FDP 18011, en particulier dans les situations en présence de sulfate. Donc, on a cette possibilité, je dirais, la plus courante d'utiliser l'approche prescriptive avec des possibilités de modulation de composition qui vont dans le sens de la décarbonation. Pour aller plus loin en termes de domaine de composition, on va pouvoir utiliser l'approche performantielle et se baser sur les exigences spécifiées cohérentes. Euh, L'approche performantielle, elle permet une dérogation partielle aux spécifications de composition et aux exigences relatives au granulat lorsqu'on applique le FDP 18480. Donc, on retrouve dans le fascicule une alerte en termes de délai d'étude et de dispositions organisationnelles qui doivent accompagner cette utilisation de l'approche performantielle, le besoin de capacité technique des différents intervenants, notamment, par exemple, les références du laboratoire qui va faire les essais. Ça veut dire que des conditions favorables qui sont rappelées pour appliquer cette approche, c'est d'utiliser des formules préqualifiées en approche à composition unique ou de disposer en amont d'une étude générique dans l'approche par domaine de composition qui permet de réduire très significativement les délais d'étude. Euh, et puis, je dirais, si on a une formule suffisamment favorable, on peut caractériser les grandeurs associées à la durabilité dès 28 jours, si les seuils sont vérifiés à ce moment-là, et ça gagne évidemment du temps dans ces approches. Donc, pour appliquer l'approche performantielle, ben, clairement, on va se situer dans l'application du FDP 18480 avec une durée d'utilisation de projet de 100 ans. Et si on utilise l'approche à composition unique, sauf dispositions différentes, on sera au niveau d'application N3.
sauf pour les ouvrages provisoires ou les parties à durée d'utilisation de projet plus faible, on pourra être N1 ou N2. Et par domaine de composition, on parlera pas de niveau d'application, mais on parlera de catégorie 3, sauf pour les ouvrages provisoires et parties avec durée d'utilisation de projet plus faible, où on sera en général en catégorie 2. Euh, un focus sur la possibilité d'avoir un âge de référence différent de 28 jours euh, pour justifier le projet. Alors, ça suppose l'accord de l'ensemble des parties, parce qu'évidemment, ça a un certain nombre de conséquences, y compris organisationnelles. Donc, on peut prendre cet âge entre 29 et 91 jours. Euh, ça- donc, il faut tenir compte d'une progression résiduelle de résistance réduite vis-à-vis de la sécurité à long terme. Ça, on va trouver ça dans l'Eurocode. Cet âge de référence, il doit faire partie des spécifications du béton, doit figurer sur les bons de livraison. Donc, il faut exprimer toutes les exigences euh, associées enfin, citer qu'elles sont mesurées à un temps TRF. Euh, on pourra quand même avoir besoin de mesures de résistance à des échéances appropriées qui sont ni TRF ni 28 jours, mais il peut aussi y avoir besoin de faire des mesures à 28 jours. L'intérêt, évidemment, c'est de s'adapter à des bétons dont la montée en résistance est lente et qui, du coup, peuvent avoir de moindres teneurs en clinker et surtout un moindre impact carbone. Donc pour cet impact carbone, le prescripteur est invité à utiliser la classification GWR telle que décrite dans le fascicule P18 483, partie 2, pour inciter à réduire l'impact carbone de l'ouvrage en béton. Et on attire l'attention sur le fait que l'impact, c'est pas seulement une question de composition du béton et d'impact au mètre cube, mais qu'il convient bien d'utiliser cette classification, y compris dans la possibilité dite du cas numéro 2, c'est-à-dire une évaluation à l'échelle de l'unité fonctionnelle. Euh, Lorsque certaines parties sont sensibles à un retrait gêné, donc on précise qu'il convient de prévoir une étude spécifique qui peut conduire à des exigences complémentaires sur le module et le retrait. Euh, bon, sur les bétons de fibre, on indique qu'il est possible d'avoir des fibres organiques ou métalliques, que les études d'exécution doivent prendre en compte l'apport des fibres dans la conception et le calcul des éléments concernés, qui doit s'appuyer sur des documents validés au niveau national ou international. C'est une formule, je dirais, un peu littéraire compte tenu de la non-publication encore des textes sur le sujet. Euh, dans tous les cas, la production du béton, sa mise en œuvre doit faire l'objet d'une procédure soumise à l'approbation du maître d'œuvre, en particulier parce qu'il y a une question de maîtrise de rhéologie, de maîtrise de la teneur en fibre, maîtrise de la répartition dans les éléments concernés et lorsque les fibres ont un rôle structural, maîtrise de l'orientation des fibres. Donc dans le cas particulier des bétons de fibre que sont les BFUP, je dirais il y a un détail des articles pour lesquels il y a les dispositions particulières. Euh, Bon, des précisions, je dirais, qui sont en cohérence avec la norme pour adapter les désignations des bétons justifiés par approche performantielle, donc avec mention petit p pour l'approche par composition unique et D1, D2 ou D3 pour l'approche par domaine de composition en fonction de la catégorie de l'ouvrage, et ça, que ça soit du béton coulé en place ou des éléments préfabriqués. Et puis il y a des précisions qui sont nouvelles, mais qui sont en cohérence avec le référentiel normatif concernant les produits de scellement, si on en utilise. Euh, le fait d'être en cohérence avec le référentiel lié à normatif lié à l'approche performantielle a conduit à donner des précisions, notamment pour ce qui est preuve d'étude et preuve de convenance. On va avoir des précisions sur le nombre minimum de gâchets, de prélèvements, euh,
on insiste sur le fait que quand on a une approche par domaine de composition, il y a acceptation qui fait l'objet d'une formalisation explicite par le maître d'œuvre et qui est donc un point d'arrêt, bon, avec des précisions sur le contenu. Euh, le, donc on précise également la possibilité de déterminer les grandeurs associées à la délivrabilité à 28 jours en complément et par anticipation de celles réalisées à 90 jours. Donc, il y a des précisions qui ont été apportées lorsqu'on valide le coefficient de diffusion apparent des ions chlorure. Il faut également tenir compte du fait que le facteur de vieillissement du béton testé doit être au moins égal au facteur de vieillissement du béton de référence. Des précisions lorsqu'on utilise un mélange de ciment sur la manière d'interpréter les CE, les sémines. Et puis un certain nombre de dispositions en épreuve d'étude qui visent à mieux prévenir la fissuration d'origine thermique et la RSI. Donc en particulier, lorsqu'on prévoit un écart de température cœur-peau à moins de 5 degrés d'une valeur seuil, il faut prévoir une mesure de calorimétrie pour confirmer le calcul et le cas échéant prévoir des éprouvettes d'information. Euh, Ensuite, donc des précisions sur comment, les formules dérivées lorsqu'on fait lorsqu'on utilise la méthode performantielle et leurs conditions d'acceptation. Euh, et on va retrouver pour les épreuves de convenance et de contrôle des précisions qui vont dans le même sens. Donc prévention de l'RSI lorsque la température maximum évaluée par la méthode simplifiée du guide est à moins de 5 degrés du seuil de température qui s'impose, il est demandé de vérifier en convenance sur un élément témoin béton représentatif des conditions que on a bien une température je dirais, qui mettra à l'abri des risques. Donc des précisions sur l'élément témoin en épreuve de convenance pour les BFUP, et puis sur ce qu'on doit mesurer lorsqu'on utilise la méthode performantielle en termes de mesure de durabilité. Euh, et des précisions qui sont données également sur le besoin d'une épreuve de convenance simplifiée lorsqu'on a adapté l'adjuvantation, en particulier lorsqu'on prévoit un chantier de longue durée. Euh, Précision sur les contrôles des bétons à la mise en œuvre lorsqu'on utilise la méthode performantielle et en particulier les critères d'acceptation qui se réfèrent au FDP 18480. Euh, voilà. Des précisions sur le programme de bétonnage. Donc là encore, on insiste sur la prévention de la fissuration du béton au jeune âge, notamment en cas de risque de décoffrage qui produirait des chocs thermiques et hydriques. Et puis on renvoie pour les travaux géotechniques spéciaux à un programme de bétonnage conforme aux normes qui s'appliquent à ces éléments de fondation. Euh, donc également les précisions en contrôle pour les bétons de masse et les pièces critiques. Et puis une alerte à propos de la cure sur le fait que la diversification des liants disponibles peut nécessiter des méthodes de cure ou des durées de cure qui prennent en compte les vitesses effectives de durcissement. Voilà, enfin, toujours dans les précisions pour limiter les risques de RSI en cas de conditions de température particulières. J'en arrive donc au chapitre 11 qui est, je dirais, un chapitre qui a augmenté de volume et qui surtout va s'appliquer à plus de cas. Je vous rappelle, le principe, c'était de conserver la structure du chapitre qui mettent en avant l'approche commune à la fois pour les peintures et l'ensemble des revêtements de protection.
par référentiel par référence au référentiel commun constitué de la norme NFEN 1504 partie 2, au GAP 18902 et à la norme P9503. Et puis ensuite distinguer de façon claire les clauses qui concernent soit que la peinture, soit les autres produits système. Donc c'est notamment, ça sera illustré par les paragraphes qui concernent les responsabilités et garanties. Et donc, ce qui a été également important dans ce chapitre, c'est de clarifier le domaine couvert et donc les types de produits et leurs fonctions, notamment qui pourraient être uniquement esthétiques ou architecturales ou fonctionnelles, ou bien comment avoir une composante de protection vis-à-vis d'une situation chimiquement agressive. Donc, c'est ce qu'on va retrouver ici. On fait référence donc au principe de protection au sens de la norme NFEN 1504 partie 9 et on désigne en face les méthodes de protection au sens de cette norme et on dit que ce qui est dit dans ce chapitre du fascicule exclut les bétons exposés à un environnement chimiquement agressif donc vis-à-vis de classique ça, ou répondant seulement à une unique fonction esthétique ou anti-graffiti. Et ce qu'on dit, c'est que quand il y a un environnement chimiquement agressif, il y a des besoins d'études préalables spécifiques et dispositions donc adaptées dans le marché. Et également, quand les systèmes répondent à une fonction de type signalisation réglementaire, il peut là encore y avoir des exigences complémentaires fixées au marché. Donc il y a un certain nombre de points d'attention qui concernent la perméabilité à la vapeur d'eau des revêtements de protection lorsqu'ils sont appliqués sur béton jeune et en particulier un âge minimum du béton qui peut intervenir pour éviter des cloquages liés à, je dirais, une évaporation du béton qui serait limitée par un revêtement trop imperméable et appliqué trop tôt. Euh, on va arriver au sujet un peu sensible des garanties, puisque je dirais il y avait des choses là-dessus dans le domaine des peintures, et il s'est agi d'étendre, sinon directement les dispositions, du moins la philosophie de ces dispositions, à d'autres types de revêtements. Donc, il est prévu que les documents du marché puissent prévoir des garanties particulières contractuelles avec leur nature et les délais associés. Donc, l'approche, elle peut soit se baser sur l'existence d'altérations visibles, qui vont donc, s'il y en a, je dirais, pouvoir être, enfin, comment, la garantie doit assurer le fait qu'on n'aura pas d'altération visible, ou bien qu'on n'aura pas une dégradation des performances au sens de l'annexe D de la norme P95-103. Euh, donc, bien sûr, pour pouvoir bénéficier des garanties, il faut que les conditions d'exposition de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage enfin, correspondent à ce qui a été spécifié initialement dans le marché. Donc pour les systèmes de peinture, on est dans la continuité du fascicule existant. On a une garantie d'aspect qui fait systématiquement partie du marché et la durée particulière d'aspect est des 10 ans pour les classes d'exposition du tableau en lien avec des épaisseurs sèches nominales minimales qui sont également fournies dans le tableau. Euh, on peut avoir en optionnel une garantie de couleur sous réserve que les peintures soient certifiées ACPA et un certain nombre de conditions. Et cette garantie est de 3 ans pour les classes d'exposition qui correspondent à la carbonatation ou XF1 ou XD1. Euh, pour donc maintenant les autres produits, les imprégnations hydrophobes, donc on va pouvoir avoir des garanties également avec une durée préconisée jusqu'à 10 ans. Et par contre, le marché doit fixer les emplacements de points de mesure, les mesures effectuées, les conditions d'interprétation, etc.
On a également donc un paragraphe nouveau pour les revêtements de protection de surface autres que les systèmes de peinture, avec là aussi des garanties qui peuvent se baser soit sur des altérations visibles, soit sur des dégradations ou pas de performance. L'idée, c'est de se baser sur les, les mêmes types d'altérations visibles que pour les systèmes de peinture, et avec là encore une durée de garantie qui peut aller jusqu'à 10 ans. Euh, même durée de garantie 10 ans pour les revêtements de protection dont la fonction principale optionnelle est l'aptitude à ponter les fissures. Donc là encore, sous réserve de bien le prescrire dans le marché. Et puis, garantie esthétique et notamment couleur optionnelle lorsque cette fonction est prescrite, avec dans ce cas-là des performances qui sont liées qui sont celles de la norme NFT 34 554 partie 1. Dans ce cas-là, préconisation d'une durée garantie particulière de 3 ans. Euh, enfin, donc, pour la fonction d'augmentation de la protection contre la pénétration du gaz carbonique pour des systèmes mixtes, imprégnation hydrophobe et revêtement. Donc, détail sur la manière d'appliquer les procédures qui permettent d'avoir une garantie sur cette fonction. Je vais m'arrêter sur cette description très détaillée euh, pour vous inviter à retenir, je dirais, les messages principaux. C'est que l'avantage principal du document révisé va être d'être cohérent avec le référentiel normatif, alors qui lui-même évolue, mais qui a quand même tellement évolué depuis 2014 que c'était absolument indispensable de faire ce travail. Ce fascicule 65, il comprend des dispositions de spécification des matériaux et des composants, et aussi des dispositions d'exécution. Donc, il suit, je dirais, le plan de la norme exécution NFN 13670, mais il est également très complémentaire par exemple, de la norme béton, NFN 206. Il facilite l'approche performantielle. En tout cas, je dirais, il y a beaucoup d'indications qui doivent permettre de la mettre en œuvre, et en particulier parce que c'est un des leviers importants de décarbonation pour les ouvrages en béton. Donc, comme ça a été dit, il élargit le spectre du traitement des surfaces de béton, des peintures aux revêtements de protection et aux imprégnations hydrophobes. Et donc en particulier, ça vise à mieux couvrir tout le travail de réhabilitation des ouvrages avec du béton. Euh, Question pratique. La DGITM va lancer dans les jours qui viennent une enquête sur le document de l'ordre du mois, parce que je dirais c'est déjà un texte qui a quand même été vu par beaucoup de monde, et donc il est important qu'il n'y ait pas trop de décalage temporel entre sa validation et sa publication et les normes actuelles. Donc, bon, sous réserve évidemment du résultat de l'enquête, si on trouve plein de choses à corriger, il faudra le faire, mais l'idée, c'est de le publier le plus rapidement possible, une fois l'enquête dépouillée et les commentaires bien traités. Donc, dès à présent, ben, vous allez pouvoir prendre connaissance d'un texte alors complet, complexe. Vous pourrez apprécier sa cohérence avec les normes à jour. Par contre, et vous pourrez vous préparer à l'utiliser en support d'une démarche je dirais, de décarbonation cohérente avec la maîtrise de la durabilité. Donc, c'était ça l'objectif. Ben, on espère que ça sera un bon outil. Et puis, moi-même, les collègues qui ont participé à la révision, on est à votre disposition ben, dès à présent pour répondre à vos questions. Et puis, à l'avenir encore, il y aura forcément un peu de service après-vente à assurer autour de ce document. Je vous remercie de votre attention, et donc je crois qu'on peut prendre des questions orales, écrites. Là, je laisse Benjamin modérer cette séance. Ouais,
Merci François pour un exercice qui était vraiment pas évident d'essayer de présenter un panorama relativement exhaustif de toutes les évolutions. Merci beaucoup. Et effectivement, je pense que ça va amener quelques questions, mais et bien sûr, évidemment que les gens, lorsqu'ils auront le texte et au moment de la consultation, ben voilà, peut-être qu'il y aura d'autres questions qui arriveront à ce moment-là. J'ai une première question, il me semble que tu l'as évoqué, François, une question de Vincent. Alors, j'ai pas le nom de famille. La durée de vie de l'ouvrage par application du fascicule 65 est-elle toujours égale à 100 ans? J'aurais tendance à dire pas nécessairement. Non, elle est, je dirais, elle est par défaut de 100 ans quand il s'agit d'un ouvrage d'art, d'un ouvrage de génie civil, mais on peut appliquer le fascicule 65 à des ouvrages dont la durée d'utilisation de projet relève du choix du maître d'ouvrage et peut être différente. Ça pourrait être 50 ans, ça peut être 75 ans, ça peut être 120 ans. C'est le maître d'ouvrage qui choisit. Je dirais que la calibration, alors en particulier des dispositions prescriptives, elle intègre quand même par défaut une durée d'utilisation de projet de 100 ans. Mais cette durée d'utilisation de projet, elle est quand même globale pour l'ouvrage. Ça empêche, enfin, donc typiquement, il va y avoir des ouvrages provisoires à durée de chantier si on a des palais provisoires d'un pont à béquille. Et là, il n'est pas judicieux enfin, d'appliquer à cette partie-là les exigences d'une partie qui va durer 100 ans. Pareil, si on a des dispositions, comment, des GBA ou des choses comme ça dont on sait qu'on va les changer tous les 30 ans, il n'est pas judicieux d'appliquer des règles de composition associées à une durée de 100 ans. Hmm. Alors, j'ai une deuxième question. Alors, j'ai pas le nom, hein, spectateur anonyme. Le N206 a réduit les liants équivalents mini de 10 à 20 kg selon les classes d'exposition. Le fascicule ne suit pas cette tendance. C'est une question, point d'interrogation. Il me semble qu'il y a une seule classe d'exposition pour le fascicule 65 pour lequel on a diminué le liant équivalent mini. Et il me semble pas que ça soit la tendance pour le N206 de manière générale, mais François, je te laisse répondre. Les, les dispositions de composition, elles sont issues principalement du tableau NAF3 de le N206 actuel, avec des ajustements liés notamment à la base de données Perfdub et donc des ajustements qui sont liés à des performances mesurées sur des bétons typiques. On a quand même un cas assez significatif qui est la réduction pour les bétons XC4. Hmm. C'est quand même une des classes qui est assez fréquemment utilisée, hein. Bon, je dirais qu'après, on est à- on- la teneur en liant équivalent est pas toujours, c'est c'est pas en soi une garantie de durabilité. Par contre, on veut quand même aussi éviter des problèmes de mise en œuvre. Euh, et donc, euh, bon, le résultat, voilà, il n'a pas été forcément, il n'a pas cherché à aller au plus, forcément au plus bas de ce qui était possible. Ouais, je sais pas, je peux peut-être laisser Michael compléter éventuellement, mais il y a un sujet retour d'expérience aussi autour des gammes de formules euh, qui a conduit au tableau 8B qu'on trouve dans le document, quoi. Oui, bah, je suis assez en phase avec ce qui a été dit là. Après, il faut juste rappeler que dans le liant équivalent, il y a quand même beaucoup d'ouvertures qui ont été faites sur la composition des liants équivalents, hein. Ouais. Mais en phase avec le N206. Après, on a aussi des possibilités en approche performantielle. Alors, Blandine Albert a rebondi hein, effectivement dans le chat de discussion du webinaire pour le préciser, hein. Il n'y a pas eu de diminution, alors, sauf la classe XC4 que tu mentionnes, sur la teneur mini en liant équivalent, mais des ajustements en revanche sur les rapports A sur A plus C de la norme béton.
Oui. Et puis des possibilités, bien évidemment, de diminuer, dans le cadre de l'approche performantielle, les, euh, le, le lien total, on va dire. Mm. Euh, j'ai une question qui porte de Omar Al-Mansouri, je pense de ILTI, sur les scellements d'armature. Les scellements d'armature rapportés selon le document d'évaluation européen 330087 sont-ils soumis à un système EVC+, 1 plus ou 1? Qu'en est-il du système imposé au scellement selon la norme NFEN 1504-6? Alors, tu as le droit de faire appel à un ami, François. Euh, Je peux répondre, j'ai regardé. eh ben, vas-y, Christophe. Donc j'ai ouvert le DE correspondant et le système de VCP c'est 1 hein, dans le cas dans le premier cas exposé. Pour ce qui concerne les produits marqués CE suivant la norme EN 1504 partie 6, pour le domaine génie civil ouvrage d'art, c'est 2 plus le système. Hein. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle dans nos spécifications, on va pas se contenter du marquage CE, on va exiger, enfin pour les marchés de l'État, hein, une certification volontaire NF sur ce type de produit-là et l'application pour les produits à base de liant hydraulique hein, du fascicule de documentation euh, qui a été mis à jour récemment, qui est le FDP 18823, hein, qui, qui Enfin, il y a justement bien une demande volontaire de qualité supérieure à bah, c'est-à-dire que oui, on a voilà, il y a eu pas l'EVD. mal de mes collègues qui ont travaillé sur le sujet. Les deux référentiels permettant le marquage CE n'étaient pas équivalents, et on a identifié que dans certains cas, le marquage CE suivant la 1504 partie 6 puisse ne pas être forcément totalement sécuritaire. Donc le fascicule documentation est venu compenser ce risque-là en encadrant les choses. Donc soit par des surdimensionnements de longueur de scellement en application de l'Eurocode, soit par des exigences de s'assurer par des essais dans le cas des preuves de convenance notamment que les hypothèses de scellement permettent d'ancrer les efforts qu'on a ancrés. Merci Christophe. Alors, j'ai pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Par contre, j'ai une main levée de Patrick Dantec qui me semble. Monsieur Dantec, je vais vous autoriser à parler et éventuellement à poser votre question. Alors, allez-y. Faut ouvrir le micro. Normalement, vous avez l'autorisation de parler et effectivement, il faut ouvrir le micro. Ça fonctionne, là? Oui, c'est Ouais. bon. Oui. Alors, ma question, c'était dans les diminutions de Lyon, euh, je ne connais pas les limites et je me posais la question vis-à-vis vis-à-vis en fait de la basicité du béton. On a toujours une réserve d'alcalinité du béton à chaque fois. C'est ça la question. Alors, On va jusqu'où? On va jusqu'où? les dispositions, je dirais, des tableaux NAF de la norme révisée et puis qu'on reprend ici, euh, elles, elles tiennent compte d'un retour d'expérience euh, qui est pas seulement, enfin, qui est d'une teneur en basicité, mais qui se base plutôt sur une combinaison de la limitation en fait de la vitesse de carbonatation et de la résistivité. C'est-à-dire qu'on a des cas où on a un béton un peu moins basique et pour lequel le gaz carbonique va pénétrer un peu plus vite dans l'enrobage, mais on a une progression de la corrosion des armatures qui est ralentie parce que le béton a une plus grande résistivité. Et donc c'est ça qui conduit à avoir des teneurs en addition, notamment pouzzolaniques, euh, plus élevées que ce qu'on avait jusque-là. Donc
et qui, je dirais, se base à la fois sur donc ces mesures en laboratoire, mais aussi du retour d'expérience sur ouvrage. Euh, et je dirais c'est quand même pour ça qu'il y a des liants ou des combinaisons ciment plus addition ou des ciments en colonne A ou colonne B parce que du coup ces ciments un peu plus enfin ou ces liants un peu plus sensibles à la carbonatation, on va limiter la quantité d'eau euh, pour je dirais gagner en, en- sur les propriétés physiques et sur la porosité pour conserver la durabilité. Euh, je suis désolé, hein, c'est un peu, mon explication est peut-être un peu compliquée et un peu confuse, mais c'est bien, enfin, euh, c'est principalement vis-à-vis de la carbonatation que la question s'est posée. C'est ça qui a justifié un aiguillage de ciments combinaisons plus ou moins sensibles à la carbonatation et pour lesquels donc on autorise des quantités d'additions ou de constituants principaux autres que le clinker plus importantes que par le passé, mais en contrôlant la porosité et puis en, en calibrant ou en vérifiant ce qui se passe en termes de résistivité. Euh, la question alors, en environnement chloruré, je dirais la question, elle se pose un petit peu différemment. Et là, le meilleur comportement des liants avec constituants autres que le clinker, autres que le calcaire, et ou des liants, enfin, ou des combinaisons ciment plus addition pozzolanique sont clairement à privilégier vis-à-vis de la diffusion des ions chlorures. Donc c'est ça qui, même si ces ouvrages sont aussi un peu soumis à de la carbonatation, c'est ça qui est déterminant et qui aide aussi à valoriser ce type de composition. Alors, merci François. J'ai coupé le micro de Monsieur Dantec, hein, donc il pourra pas répondre. J'imagine que Non, mais par contre, Michael peut répondre et il peut reposer la question, hein. non, non, mais, en fait, ce que j'allais dire, c'est que j'imagine que éventuellement, au moment de la phase de consultation publique d'un mois, d'un petit mois que tu as évoqué, évidemment, ce type de question peut être remonté, et puis j'imagine Bien sûr. qu'il y aura une tentative, en tout cas, d'y répondre. J'ai Monsieur Omar En tout Almansouri. cas, peut-être juste pour compléter, je dirais que euh, le désir d'une présentation plus uniforme, scientifique, rationnelle des limites de composition dans les tableaux NAF de la norme ou dans le tableau 8B, beaucoup de gens ont pu caresser cet espoir en 2021-22 en se disant voilà, on va élargir le domaine des compositions admises sur la base d'une teneur minimum en clinker ou d'un pH suffisant, etc. Et on n'y arrive pas. Enfin, je dirais, la science est quand même un petit peu compliquée. Il y a à la fois de la chimie et de la physique, donc bon. Donc on a encore un tableau avec beaucoup de cases et des règles de composition qui tiennent compte du retour d'expérience sur les ingrédients disponibles en France, etc. Et il y a encore de la R&D un peu fondamentale à faire sur ce sujet-là, je pense. Peut-être juste un petit complément rapide sur par rapport à l'apport du fascicule 65 là-dessus. En fait, il s'est aligné sur la norme béton, hein. À part un ou deux cas où c'est dérivé de Perfdub, tout le reste, ça a été discuté dans le cadre de la normalisation. C'est sur ces points-là. Enfin, C'est pas pour ça que c'est plus voilà. scientifique, pardon. Non, non, je veux bien, mais je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas enfin, quand Benjamin disait dans la réponse à l'enquête, en fait, on s'est aligné sur la norme. C'est sauf pour le XC4 et les classes associées, on s'est aligné sur la norme en fait, sur les dosages minimums en liant équivalent globalement, hein,
Et alors, en tout cas, pour ce qui est des natures de liants et donc des limites de substitution liant, enfin ciment addition, l'idée a été clairement de ne pas changer les tableaux de la norme parce que c'est quand même les mêmes utilisateurs enfin, on pensait qu'il y aurait plus de risques d'erreur à faire un tableau varianté que d'avoir le même. Voilà. Et on compte du coup vraiment sur la réduction du rapport au efficace sur l'ion équivalent maximum pour, je dirais, donner le plus de durabilité qui correspond à l'exigence du réduction de projet de 100 ans. Merci François, merci Mickaël. Je suis désolé, hein, monsieur Dantec, mais voilà, je pense que vous pouvez avoir le 06 de François ou de Mickaël assez facilement. J'ai Monsieur Omar Mansouri à nouveau et Ilki hein, qui a levé la main. Je vais lui donner la parole en essayant de. J'ai pas d'autres questions pour l'instant dans le chat, donc je vous donne la parole. Oui, bonjour. Voilà. Merci. Je me permets de rebondir sur la question du système EVCP, un plus imposé sur les scellements d'armature, selon les scellements sous ETE. En fait, je remercie le monsieur qui a confirmé que dans le DE, le système qu'on a, c'est du 1, mais malheureusement, dans le fascicule 65, nouvelle version, c'est 1 plus qui nous est imposé. Et ça, malheureusement, ça nous impose un objectif inatteignable vu le nouveau règlement des produits de construction qui arrive et dans lequel le développement de toute nouvelle performance ou un système EVCP va être très lourd et va nous prendre beaucoup de temps. Face à ça, on a les autres scellements selon la norme EN 1504-6 qui se voient imposer un niveau de plus. Et la sursécurité, je la comprends. Le retour d'expérience aussi. Nous, le retour d'expérience, on l'a avec le Grand Paris où, avec les ATEX qu'on a été délivrés, Ilti, Fischer, toutes les entreprises qui fabriquent du scellement, on avait du système 1 dans ces ATEX et ça a été plus que suffisant. Donc, je vous invite à revoir cette règle dans le fascicule où je me demande si c'est possible de discuter avec la DGITM à la dernière circulation qui arrive avant la publication du document. Merci. Bon, effectivement, il y a une phase de consultation, donc je vous invite à faire remonter le sujet, à apporter évidemment les éléments, et j'imagine que les experts vont regarder pour ensuite regarder comment intégrer éventuellement dans la future version. J'ai pas d'autres questions. Enfin voilà, je fais une réponse un peu de. Je botte en touche, je suis désolé. Non, non, Euh, mais effectivement, parce que la seule chose qu'on peut dire, c'est il y a une traçabilité de la décision de choisir du 1+, suite à un retour d'expérience, mais je comprends bien les difficultés, enfin, ou les questions que ça peut poser hein, dans le dialogue fournisseur-demandeur. alors, je j'ai pas d'autres questions dans le chat. On va conclure. On commence à perdre un peu d'auditoire. On était 96 au plus haut en pic de webinaire. En tout cas, moi, je tiens à remercier François Tout le monde et les personnes qui ont contribué et qui étaient présentes sur les différentes parties du futur fascicule 65. Évidemment, l'exercice, encore une fois, n'était pas facile pour François de présenter l'ensemble des évolutions. Et c'est bien au moment de la consultation, et peut-être qu'effectivement, ça va susciter un certain nombre de questions ou de retours tels qu'on les a eus ce soir. Donc voilà, un grand merci pour cette présentation. Moi, je voulais juste faire un petit peu de pub pour les journées de la FGC. Pour ceux qui sont intéressés sur les évolutions du futur fascicule 65 en lien avec l'évolution de la norme EN 206, donc plutôt le chapitre 8 actuellement du fascicule et donc du futur fascicule, je vous invite à noter les dates le 31 mars à Marseille où on fera l'explication de texte sur une journée complète et pas dans un webinaire de ces évolutions, ainsi que la date du 5 mai à Lille, qui s'est fixée,
qui s'est fixée cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, donc elle n'est pas encore disponible sur le site de l'AFGC. Euh, il me semble également dans les journées, j'imagine que le CEREMA, la JJTM vont revenir, et l'UGE vont revenir en particulier sur le sujet de ce nouveau fascicule. J'imagine à l'occasion des rencontres Ouvrage d'Art qui se tiendront le 9 juin à Champs-sur-Marne. Donc j'invite les différents participants aujourd'hui de ce webinaire à y participer et sans compter bien évidemment, j'imagine, aussi des présentations de ces évolutions dans les différentes instances du réseau scientifique et technique pour prévenir et informer les différents participants. Dernière Sauf pub. erreur, oui, sinon le support là de cette présentation, je crois qu'il est rendu disponible aux participants et l'enregistrement aussi, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis la dernière pub pour la UGC, mais je te laisserai François le mot pour conclure. Les journées GC 2026 qui se tiennent les 11 et 12 mars, alors sur une thématique un peu autre qui est plus sur l'ingénierie augmentée, donc l'application du numérique et les impacts du numérique dans les applications de génie civil. Donc les inscriptions sont ouvertes. Je vous invite largement à vous inscrire. C'est sur Paris à la SMA BTB. François, je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Oh, ben, écoute, moi je voulais remercier la FGC d'avoir programmé, enfin, et malgré des reports successifs, cette séance. Bon, même si on était peut-être que 96 ou on était 96 qui ont trouvé le temps de s'intéresser je dirais, à un document qui synthétise enfin beaucoup de choses, puisque en fait, il fait appel à beaucoup de domaines d'un référentiel normatif qui évolue, enfin, qui est encore appelé à évoluer parce que la norme béton suivra l'Eurocode et donc en octobre 2027, il y a une nouvelle ère s'ouvre encore pour la normalisation. Bon, néanmoins, je pense que c'est déjà un outil important pour mieux prendre en compte, je pense, le souci de durabilité qu'ont les maîtres d'ouvrage vis-à-vis de leurs ouvrages, et aussi le souci de l'empreinte carbone globale dans leurs travaux et de construction et de réhabilitation. Donc voilà, merci de nous avoir donné l'occasion de cet exercice qui effectivement ça challenge un tout petit peu la- le, le maintien de l'attention sur l'ensemble du document. Mais bon, je pense que c'est aussi une bonne expérience. Et moi, je dirais, je pense souhaitable. Enfin, c'est un exercice qui aura à répliquer parce que c'est un document que les praticiens doivent utiliser comme les normes, etc. Donc, bon. La lecture écrite, c'est bien et c'est irremplaçable, et de temps en temps aussi la communication orale pour comprendre la philosophie des choses était importante. Donc voilà, merci de nous avoir rodé, merci de votre patience et de votre indulgence sur la qualité de la présentation et des réponses. Et puis je voulais aussi remercier donc les collègues qui sont encore affichés, qui ont aidé à répondre aux différentes questions. Et Écoutez, je merci, ne sais merci. pas si c'est moi qui dis au revoir, mais en tout cas, Non, mais merci beaucoup. On a en tout cas une œuvre collective devant nous d'expliquer toutes ces évolutions, que ce soit au travers de la FGC ou d'autres organes, il n'y a aucun souci. Et puis effectivement, il faut le faire parce que demain, on a encore un autre challenge qui va être l'entrée en vigueur des Eurocodes et on va essayer de faire en sorte que la FGC également accompagne ce travail de diffusion et de meilleure appropriation par l'ensemble des acteurs parce que c'est important que les acteurs se comprennent. Merci beaucoup François, merci beaucoup aux responsables des différents chapitres. Merci Monsieur Delaclos pour la représentation du ministère. Et je vous invite en tout cas d'ores et déjà le 5 mars pour le prochain webinaire qui, lui, sera consacré au futur Eurocode 8. Merci beaucoup. merci. À bientôt.